Alors en fait, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez été recruté au sein du SOE. Oh, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai été élève au lycée français de Londres, mais comme tous les jeunes de ma génération, en atteignant l'âge mûr de 18 ans, je suis obligée d'abandonner mes études et soit de travailler dans une usine d'armement. D'armement. Ça ne m'a pas du tout passionnée, ou faire partie des forces armées. Alors, comme j'appartiens à une famille navale, j'ai décidé de faire partie de la force navale féminine. Parce que j'aimais les chapeaux, je trouve que c'était très séduisant, beaucoup plus que les autres. Mais quand je suis allée, il n'y avait que les places pour des cuisinières et des serveuses dans les... Ça ne m'intéresse pas, vous savez, de passer la guerre à faire les tartes aux pommes et le ragoût. Bon, alors dans ce cas-là, vous irez dans une usine. Je n'irai pas dans une usine, c'est tout. Je suis rentrée à la maison en pleurant. Et ma mère, qui était une femme très soumise, qui ne faisait pas, a pris son téléphone. Elle a dit, mon mari il était en Inde quelque part, combattre pour son... Ma fille ne va pas travailler dans une usine. Alors, on voyait... alors, quand il m'avait vu, c'était un homme qui m'avait interviewé. Il voyait que je parlais couramment français et que j'avais des autres langues. Alors, je crois qu'il y avait quand même une espèce de collusion entre le lycée, le Labour Office, là où on faisait du recrutement, et le SO. Ouais. Parce que les Britanniques ne sont pas connus ou fameux pour les langues. Alors si vous en avez qui viennent du lycée, envoyez-les-nous, et c'est comme ça. Alors je me suis trouvée devant ce grand immeuble que je connaissais bien. Mais comme tout, il y avait une foule qui passait de ce centre de Londres, et jamais je n'avais imaginé ou même soupçonné que c'était le quartier général de SOE. Et que derrière ces murs, il y avait les représentants de tous les pays occupés qui faisaient des actes préparer des sabotages et préparer des agents secrets à être infiltrés par un sous-marin ou parachute ou bateau de pêche ou felucca. Et ma première impression, c'était que j'étais entrée dans une maison de fous. C'était le chaos complet. Mais après, vous savez, je me suis rendu compte, oui, c'était chaotique, mais c'était une espèce de chaos organisé. Et vous savez, il y avait beaucoup d'agents qui venaient de rentrer, qui étaient obligés de partir parce que les Allemands les connaissaient. Alors, ils allaient travailler là. Alors, souvent, ils venaient juste de rentrer, ils étaient quand même un peu, toujours un peu énervés. Alors, tout le monde était... c'était vraiment incroyable. Alors, l'officier qui devait me recevoir avait disparu. Il y en avait un autre, c'était un jeune capitaine ou je ne sais pas quoi, qui était en train de coller des petits drapeaux dans une carte. Et sans s'annoncer, sans se présenter, il a dit personne ne doit savoir ce que vous faites ici. Ni votre mère, votre père, votre frère. Avant qu'il n'ait eu le temps de liquider quelques autres membres de ma famille, sans doute j'ai ouvert ma bouche et posez pas de questions. Moi, vous en savez, moi, vous pouvez divulguer si la pierre arrive. Moi, je crois que rien ne pouvait pas être pire que cette maison de fou dans laquelle j'avais été piégée.
Mais c'était une victoire allemande. Et nous étions tous sur la liste noire. Et j'ai appris ça beaucoup plus tard. Ah, d'accord. Alors, il y avait une jeune fille dans le bureau et j'ai dit, mais est-ce que c'est toujours comme ça ici? Mais non, elle a dit. D'habitude, c'est pire. Vous allez vous habituer. Sans savoir ce qui s'est passé, j'avais été recrutée dans l'armée secrète de Churchill. D'accord. Je ne savais pas, personne ne m'avait dit. Alors, voilà, j'étais là. Et quelles ont été vos missions alors au SOE? Comment? Quelles ont été vos missions au sein du SOE? Au début, bien sûr, j'ai commencé presque par laver par terre. Et avec les messages personnels qui devaient être livrés au sous-sol pour 5 heures et qui partaient après à la BBC, mais je ne sais pas comment ils partaient, ou qui venait les chercher, ou si quelqu'un les envoyait. Si quelqu'un est allé avec, je ne posais pas de questions. Et après, je suis... quand les agents revenaient, s'ils revenaient... S'ils revenaient, oui. Presque la moitié ne sont jamais revenus. Et j'étais tout de suite questionnée. Une espèce d'interrogation, parce qu'ils pouvaient donner des informations très précieuses sur ce que c'était vraiment la vie en France. Pas ce qu'on entendait par là, mais ce que, par exemple, vous devez avoir un permis de mettre une bicyclette sur le train, si vous voulez voyager. Vous devez avoir... c'était pas la peine d'aller demander un crème, parce qu'il n'y avait pas de crème. C'était... et il y avait des jours où c'était sans alcool, et des petites choses comme ça qui pouvaient vous trahir si quelqu'un vous entendait venir demander une crème dans un bus, dans un bar. Un bar? Quelqu'un qui ne connaît. Alors, beaucoup de choses qui pouvaient les trahir. Alors, moi, il y avait deux officiers qui faisaient des interrogations, et moi, souvent, je les accompagnais. Et pour moi, c'était vraiment une révélation, parce que beaucoup de ces jeunes n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi. Et voir leur réaction et la différence entre eux et moi. Ouais. Que, vous savez, à cause de leur expérience, il y en avait qui rentraient avec les nerfs absolument en loque, fumant cigarette après cigarette, tout ça, les mains tremblants. Et d'autres qui étaient, on dirait qu'ils avaient passé 15 jours sur la plage.